Pendant que le monde dort, les États-Unis mènent une guerre secrète en mer. Depuis des décennies, la marine américaine mène une bataille silencieuse, rarement évoquée dans les gros titres, mais redoutablement efficace pour déjouer les navires ennemis. Aujourd'hui, la tendance s'inverse. Que se passe-t-il lorsque les cartels se radicalisent? Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour inonder l'Amérique de drogue? C'est rempli jusqu'au plafond de ballots de cocaïne confisqués. Rejoignez-nous pour découvrir comment la marine américaine riposte avec force contre les cartels. L'essor des sous-marins narcotiques. La lutte contre le trafic de drogue en mer est bien plus complexe que la plupart des gens ne le pensent. Il ne s'agit plus seulement de bateaux rapides ou de cargaisons cachées. Les trafiquants de drogue se sont tournés vers l'utilisation de sous-marins pleinement fonctionnels. Ces vaisseaux sous-marins restent souvent immergés, presque invisibles au système radar classique. À chaque voyage, ils peuvent transporter de la cocaïne valant des centaines de millions de dollars. Un énorme profit pour les trafiquants. L'utilisation de ces sous-marins n'est pas apparue subitement. Dans les années 1980, les cartels colombiens ont commencé à expérimenter avec des tubes sous-marins tirés derrière des bateaux. C'était astucieux, mais cela n'a pas trompé les autorités bien longtemps. Ils ont donc poussé leurs idées plus loin. Depuis la fin des années 2000, un certain type de sous-marin narcotique est devenu courant, et certains sont encore utilisés aujourd'hui. Ces vaisseaux ne sont pas de véritables sous-marins, mais plutôt des bateaux à profil bas. Mesurant environ 14 mètres de long, ils sont assez bas sur l'eau pour que leur sommet reste visible. Leurs couleurs se font dans la mer, les aidant à se camoufler, et leur faible hauteur les rend difficiles à repérer par les systèmes radars. Ce vaisseau peut accueillir 5 personnes et navigue à environ 16 km/h. Une version plus avancée de ces vaisseaux est le semi-sous-marin appelé CHE. Il est plus grand, mesurant plus de 20 mètres de long et peut voyager plus vite, autour de 19 km/h, couvrant des distances allant jusqu'à 12 000 km. Près de la moitié de l'espace de ce grand sous-marin est occupé par des réservoirs de carburant. 3 énormes conteneurs contenant 20 000 litres, lui donnant l'autonomie nécessaire pour de longs voyages. Les cartels ont rendu ces vaisseaux difficiles à attraper grâce à leur système d'autodestruction. Cette fonctionnalité inclut des vannes spéciales qui peuvent inonder le sous-marin rapidement s'il risque d'être capturé. Lorsqu'activé, le sous-marin et sa cargaison coulent rapidement vers le fond de l'océan, souvent à des milliers de mètres de profondeur, où il est presque impossible de récupérer quoi que ce soit. Un autre vaisseau notable est le sous-marin à snorkel. Contrairement au bateau à profil bas, celui-ci ressemble étroitement à un sous-marin traditionnel. Il mesure environ 24 mètres de long, avec une forme arrondie lisse. Ce modèle peut presque entièrement s'immerger sous l'eau, avec seulement un tube de snorkel étroit dépassant à la surface. Ce snorkel permet au moteur de respirer en aspirant de l'air pour refroidir le moteur et fournir de l'oxygène frais à l'équipage, d'où son surnom. Mais comment ces vaisseaux apparemment simples sont-ils construits avec des fonctionnalités aussi avancées? Et qu'est-ce qui les rend si difficiles à détecter? Comment les sous-marins narcotiques déjouent-ils la sécurité? Contrairement à la plupart des sous-marins navals, ces sous-marins narcotiques ne sont pas faits d'acier ou de métal. Leurs coques sont construites en fibre de verre, ce qui les rend plus légers et plus faciles à fabriquer avec des ressources limitées. La puissance provient d'un moteur diesel, tandis qu'un générateur à bord fournit de l'électricité aux systèmes essentiels, y compris une caméra montée sur le snorkel. Cette caméra permet à l'équipage de voir ce qui les entoure lorsqu'ils sont immergés, les aidant à éviter la détection. Le sous-marin est équipé de réservoirs de ballast qui absorbent l'eau, lui permettant de plonger plus profondément lorsqu'un danger est détecté à proximité. À l'intérieur, l'espace est restreint, mais étonnamment bien équipé pour un tel engin. Doté d'une petite toilette et d'un évier, des commodités simples qui aident l'équipage à supporter de longs voyages. Ce sous-marin à snorkel en particulier peut transporter jusqu'à 8 tonnes de cocaïne, voyageant sur des milliers de kilomètres depuis la Colombie jusqu'au Mexique ou même plus loin. Bien qu'aucun n'ait jamais été capturé en mer, plusieurs ont été saisis à terre, ce qui indique leur efficacité et leur succès. Le fait que de tels vaisseaux complexes soient construits au fond de jungles reculées, loin des chantiers navals conventionnels ou des usines modernes, est véritablement stupéfiant. Ces sous-marins sont fabriqués par un groupe rare de constructeurs hautement qualifiés, connus sous le nom de maîtres constructeurs, et chacun crée un design unique qui révèle sa signature. En novembre 2020,
Les autorités ont découvert un sous-marin narcotique entièrement submersible, mesurant environ 12 mètres de long. Contrairement aux autres modèles, celui-ci n'a pas de moteur diesel, ni de réservoir de carburant à l'arrière. Il est alimenté par un énorme pack de batterie pesant 10 tonnes, qui actionne 2 moteurs électriques. C'est le summum de l'innovation des sous-marins narcotiques, avec des coûts de construction estimés à environ 1 500 000 $. Des plans de plongée contrôlent leur profondeur sous l'eau, et les batteries leur donnent environ 12 heures d'opération. Se déplaçant à environ 5 km/h, la portée du sous-marin est d'environ 60 km. Il n'est pas conçu pour la vitesse ou les longs voyages, car ce n'est pas nécessaire. Ce sous-marin peut être remorqué derrière des vaisseaux plus grands, lui permettant de voyager sans être détecté sur de longues distances. Lorsqu'il est proche de la côte ou si la garde côtière approche, le sous-marin se détache et continue silencieusement de son côté. Ce sous-marin à propulsion électrique est incroyablement difficile à détecter. Jusqu'à présent, un seul a été trouvé, et il a été découvert à terre, dans la jungle. Cependant, il y en a probablement beaucoup d'autres opérant discrètement en mer, tout comme les autres, ce qui prouve leur succès. Un exemple clair de l'avancement de ces sous-marins est survenu en 2024 lors de l'opération Orion. Un sous-marin narcotique a été intercepté alors qu'il traversait l'océan Pacifique, ayant parcouru plus de 10 000 mètres en direction de l'Australie. Les responsables disent que c'est le 3e navire de ce type saisi, indiquant une route de trafic de drogue à travers le Pacifique. Cela a non seulement révélé l'ouverture d'une nouvelle route de contrebande, mais a également démontré que les cartels possèdent désormais des sous-marins capables d'entreprendre des voyages extrêmement longs. La bataille entre les trafiquants de drogue et les forces militaires est un va-et-vient constant. Chaque nouveau design de sous-marin pousse les gouvernements à développer de meilleures façons de les détecter. Aujourd'hui, les autorités utilisent des outils comme l'imagerie thermique, les drones et la reconnaissance de motifs alimentés par l'IA pour détecter les sillages subtils ou les faibles signaux thermiques émis par ces sous-marins. Malgré ces efforts, les experts estiment que pour chaque sous-marin capturé, 3 ou 4 réussissent à passer, livrant avec succès leurs précieuses cargaisons et alimentant le réseau mondial de drogue. Alors, la question demeure, comment arrêter un sous-marin presque invisible? L'interception. Face à ce défi écrasant posé par les puissants cartels de la drogue, la communauté internationale s'est réunie pour lancer l'opération Marcio, le plus grand effort coordonné d'interdiction de drogue jamais vu. Dès le début de 2012, il était clair qu'aucun pays ne pouvait affronter seul cette menace croissante. Le nom Marcio, qui signifie marteau en espagnol, reflétait la force et l'unité derrière la mission. Cette alliance a réuni 14 nations, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, le Guatemala et le Honduras. Plutôt que de combattre les cartels sur terre, l'opération Marcio s'est concentrée sur la perturbation de leurs routes maritimes cruciales. Des navires de guerre, des avions et des forces d'élite ont patrouillé les mers s'étendant de l'Amérique du Sud aux États-Unis, créant un blocus solide pour arrêter les expéditions de drogue. L'impact a été immédiat et significatif. Au cours de sa première année, l'opération a conduit à la capture de 339 trafiquants et à la saisie de 101 vaisseaux chargés de narcotiques. En 2011 seulement, les autorités ont confisqué 19 tonnes de cocaïne d'une valeur approximative de 2,35 milliards de $ sur les rues américaines. En plus des drogues, l'opération a récupéré 21 millions de $ en espèces destinées aux cartels et 16 millions de $ en équipements utilisés pour cacher ou transporter la cargaison illégale. Au cours de l'année dernière, vous savez, les gardes-côtes ont retiré 455 000 livres de cocaïne de l'eau. L'opération Martillo a marqué un tournant, mais ce n'était que le début. En fin 2024, l'opération Orion a élargi cette lutte mondiale encore davantage. Au cours de 6 semaines de coopération intense, les nations participantes ont échangé des renseignements, surveillé des vaisseaux suspects et intercepté des expéditions de drogue à travers le monde. Les résultats d'Orion ont pulvérisé les records précédents. 225 tonnes de cocaïne ont été saisies en une seule opération. Combinées à plus de 1000 tonnes de marijuana et d'autres substances, la valeur totale de la saisie a dépassé les 8,5 milliards de $, établissant une nouvelle norme dans la guerre mondiale contre la drogue. Chaque nation impliquée dans l'opération Orion a apporté des compétences et des ressources uniques. Les États-Unis ont fourni une technologie radar de pointe capable de détecter même les faibles sillages de petits bateaux depuis des satellites en orbite. Les Pays-Bas ont ajouté des drones sous-marins qui inspectaient les vaisseaux sous la surface.
Les forces colombiennes ont appliqué leur connaissance approfondie du terrain de la jungle pour repérer où les sous-marins et les bateaux étaient lancés. Même les pays sans littoral ont joué un rôle, traquant les flux financiers et les communications qui soutenaient les réseaux de trafic. Ce qui a vraiment distingué l'opération Orion était son niveau de coordination sans précédent. Les chefs militaires de dizaines de pays ont collaboré en temps réel dans des centres de commandement, partageant des mises à jour en direct et coordonnant des frappes à travers plusieurs fuseaux horaires. Chaque fois que les trafiquants tentaient de changer de cap après avoir entendu parler d'une descente, ils naviguaient souvent directement dans la zone de patrouille d'une autre nation participante. Au-delà de la simple saisie de drogue, ces missions ont recueilli des renseignements cruciaux. Chaque membre d'équipage capturé, vaisseau et messages interceptés a aidé à construire une image plus claire des opérations des cartels. Des cartes détaillées des routes de contrebande se sont élargies et les listes de contacts des cartels se sont allongées avec chaque succès. En conséquence, les prix de la cocaïne dans les rues américaines ont augmenté en raison de l'offre réduite. Le message était clair. Peu importe l'ingéniosité de leur tactique, les trafiquants ne pouvaient ne plus compter sur les océans comme un passage sûr. Face à une pression aussi implacable de la part des pays unis, les cartels de drogue ont dû développer une technologie nouvelle et plus dangereuse pour rester en avance. Mais quel type de machines avancées ces organisations criminelles utilisent-elles pour échapper à la capture? La course-poursuite. Les trafiquants de drogue ne s'appuient pas sur des bateaux ordinaires pour transporter leurs marchandises illégales. Ils ont construit une flotte impressionnante qui pourrait rivaliser avec certaines petites marines. Au cœur de cette flotte se trouvent deux types de vaisseaux très différents, mais tout aussi menaçants. Des vedettes rapides et agiles, et des sous-marins immergés furtifs. Les vedettes, souvent appelées « go fast » par les contrebandiers, sont le choix classique pour déplacer la cocaïne rapidement. Ces bateaux mesurent environ 9 mètres de long et sont propulsés par 3 ou 4 moteurs hors-bord puissants, chacun d'environ 250 chevaux. Imaginez fixer plusieurs moteurs de voitures de sport à l'arrière d'un petit bateau. Cette configuration leur permet d'atteindre des vitesses supérieures à 128 km/h, rendant presque impossible pour les autorités de les attraper lors d'une poursuite. Les Go Fast sont conçus pour rester bas sur l'eau et ont généralement une peinture bleue qui les aide à se fondre dans la mer. La plupart du temps, seul un pilote est à bord, laissant beaucoup de place pour le carburant et la drogue. Avec des réservoirs supplémentaires contenant jusqu'à 7571 litres de carburant, ces bateaux peuvent couvrir des distances supérieures à 804 km sans ravitaillement, assez pour traverser des routes comme la Colombie vers la Jamaïque ou des Bahamas vers la Floride. Ce qui rend ces bateaux encore plus intéressants, c'est leur origine. Les trafiquants de drogue ne les ont pas inventés. Le design remonte à l'ère de la prohibition dans les années 90 et 99. Les contrebandiers d'alcool utilisaient alors des bateaux similaires pour échapper à la garde côtière, perfectionnant l'engin rapide et à profil bas que les trafiquants de drogue ont depuis modernisé avec de nouveaux moteurs et technologies. Pour combattre ces vaisseaux rapides, la garde côtière a créé des unités spéciales appelées HIT, qui signifie Helicopter Interdiction Tactical Squadron. Ces équipes pilotent des hélicoptères MH-65D Dolphin, armés de mitrailleuses et de fusils de précision. Lorsqu'un Go Fast est repéré, les hélicoptères ne tentent pas de le poursuivre sur l'eau. Au lieu de cela, ils fondent du ciel et utilisent des haut-parleurs pour ordonner au bateau de s'arrêter. Si le pilote ignore les avertissements et continue de fuir, les tireurs d'élite Hitron visent soigneusement les moteurs du bateau avec des fusils de calibre 50. Leur objectif est de neutraliser les moteurs sans blesser personne à bord. Cette méthode s'est révélée si efficace que les trafiquants de drogue ont commencé à cacher leurs vedettes en pleine vue. Les pilotes des bateaux de trafic peuvent être des passeurs, mais ils ont aussi des nerfs d'acier. Ils déguisent souvent les Go Fast en bateaux de pêche, ajoutant du matériel factice ou construisant des compartiments secrets sous la ligne de flottaison pour cacher la cocaïne. Ainsi, si les autorités inspectent, le bateau semble vide. Certains cartels ont même conçu des vaisseaux hybrides qui combinent la vitesse des Go Fast avec la furtivité des sous-marins. Ces bateaux à profil bas restent très bas sur l'eau, avec seulement une petite partie visible à la surface. Peints en bleu océan et construits avec des matériaux résistants au radar, ils sont beaucoup plus difficiles à repérer pour les avions de patrouille. Bien que ces bateaux voyagent plus lentement, autour de 48 km/h, ils offrent une meilleure chance d'éviter la détection.
avec des bateaux rapides filant à travers les vagues et des sous-marins se déplaçant discrètement en dessous. Les trafiquants emploient une stratégie à double voie qui tient les forces de l'ordre dans l'incertitude sur l'origine de la prochaine expédition. Mais les cartels de drogue n'étaient pas préparés à l'arme secrète de l'Amérique en mer. Comment un seul navire pourrait-il coûter au baron de la drogue un demi-milliard de dollars? Le commencement et la fin des cartels. Au début de 2025, un navire a secoué le monde du trafic de drogue à travers l'Amérique du Sud. Le cutter James de la garde côtière américaine est devenu une force implacable contre les cartels lors d'une patrouille ininterrompue de 112 jours que les trafiquants se remémorent encore avec crainte. Mesurant 127 mètres de long, le cutter James de classe Legend est comme une ville autonome sur l'eau, construit uniquement pour traquer les contrebandiers de drogue. Composé de 150 membres d'équipage qualifiés travaillant en quart jour et nuit, le navire peut rester en mer pendant des mois sans accoster, ce qui en fait un chasseur parfait pour traquer les routes illégales de drogue. Ce qui a distingué la mission de 2025 était ses résultats exceptionnels. En moins de 4 mois, le cutter James a saisi plus de 20 et 1772 kilos de drogue. Assez pour approvisionner une ville américaine de taille moyenne pendant une année entière. 2 courses-poursuites à grande vitesse à travers l'océan Pacifique se sont terminées par une saisie massive de cocaïne. La valeur estimée de cette saisie était d'environ 510 millions de dollars, infligeant un coût financier massif aux opérations des cartels. Les opérations de janvier étaient particulièrement remarquables. Le 5 janvier, l'équipage a lancé un drone spécial qui a repéré un bateau suspect au large des côtes de l'Équateur. Contrairement aux drones militaires typiques, les drones maritimes de la garde côtière peuvent voler en continu pendant 8 heures et sont équipés de caméras de haute technologie, capables de lire le nom d'un vaisseau à des kilomètres de distance. Le drone a suivi discrètement la cible jusqu'à ce que les équipes d'abordage interviennent, capturant 3 contrebandiers avec plus de 1021 kilos de cocaïne. Juste un jour plus tard, le 6 janvier, le cutter James de l'USS a connu un succès majeur. En collaboration avec des avions de patrouille maritime, ils ont localisé 3 bateaux Go Fast voyageant ensemble. Une tactique rare et dangereuse pour les trafiquants. En utilisant des escadrons d'hélicoptères, ils ont arrêté les 3 bateaux dans une opération minutieusement synchronisée, arrêtant 9 suspects et saisissant près de 6350 kilos de cocaïne. Le 7 janvier, les contrebandiers ont changé de tactique, déployant un vaisseau à profil bas conçu pour passer inaperçu sous les radars, mais l'équipe d'hélicoptères Citron était préparée. En utilisant un tir de précision expert, ils ont neutralisé les moteurs du bateau sans blesser l'équipage à bord. Cela a empêché 3741 kilos supplémentaires de cocaïne d'atteindre les rues des États-Unis. Plus tard, le 18 janvier, lorsque les trafiquants ont tenté d'éviter la capture en jetant leur cargaison dans l'océan, le cutter James n'a pas reculé. Ces bateaux de poursuite rapide ont pourchassé les contrebandiers pendant que d'autres membres d'équipage récupéraient les paquets de drogue flottant sur l'eau. Près de 2722 kilos de cocaïne ont été récupérés, valant des millions et représentant une perte majeure pour les cartels. La marine a également rejoint la lutte. Des navires comme l'USS Minneapolis St. Paul et l'USS St. Louis ont effectué des raids dans les Caraïbes, capturant des centaines de kilos supplémentaires de cocaïne. Une partie des 26 000 livres de drogue que la garde côtière a saisis et déchargés hier. Ces efforts combinés ont porté un coup sérieux aux cartels de Sinaloa et de Jalisco Nouvelle Génération. Les renseignements collectés lors de ces missions ont révélé des routes de contrebande importantes, identifié des acteurs clés des cartels et révélé de nouvelles façons dont les trafiquants déplacent leur drogue. Ces informations guident maintenant la prochaine vague d'action des forces de l'ordre visant à démanteler ces réseaux criminels. Le Pentagone a également envoyé l'USS Gravely, un puissant destroyer de la marine armé de dizaines de missiles de croisière Tomahawk pour patrouiller la côte du Golfe près de la frontière Texas-Mexique. Ce déploiement est conçu pour soutenir la patrouille frontalière américaine et la garde côtière, étendant leur portée opérationnelle dans les eaux américaines et internationales. Avec ce navire de guerre avancé en service, les autorités espèrent renforcer leur capacité à intercepter les trafiquants de drogue avant que leurs expéditions n'atteignent jamais le rivage. Derrière chaque saisie majeure de drogue, cependant, il y a toujours un cerveau caché tirant les ficelles. Qui contrôle vraiment ce jeu du chat et de la souris à plusieurs milliards de dollars? La Dream Team. Les États-Unis dirigent une équipe très efficace connue sous le nom de Joint Inter-Agency Task Force South, ou JATF South en abrégé.
Basé en Floride, le travail de ce groupe n'est pas seulement de réagir. Ils restent en avance en planifiant et en prédisant les mouvements avant même que les contrebandiers ne commencent. Agissant comme un centre de contrôle de haute technologie, GIATF South reçoit des informations de nombreuses nations et agences. Il combine des photos satellites, des scans radars, des données de suivi de navires et des renseignements secrets pour repérer les contrebandiers alors qu'ils sont encore loin des côtes américaines. C'est là que tous les points se connectent pour donner une vue complète du commerce de la drogue en mouvement. Ce qui rend cette unité spéciale, c'est la manière dont elle réunit des personnes de milieux très différents dans une équipe concentrée. Un bateau suspecté de trafic de drogue est apparu dans le brouillard matinal sur la côte de Gaviota et a été repéré par un passant promenant un chien. Les enquêteurs du FBI partagent l'espace avec les officiers de la marine. Les chefs de la garde côtière font équipe avec des experts en électronique du département de la Défense. Et les analystes de la CIA transmettent des informations aux agents des douanes. Avec des partenaires étrangers également impliqués, ils obtiennent une image claire et complète au lieu de travailler sur des pièces éparses. Une force majeure derrière les opérations de GIATF South est l'utilisation d'équipes LED, de petits groupes de la garde côtière hautement entraînés placés à bord des navires de la marine américaine. Ces équipes jouent un rôle crucial car elles apportent une autorité légale à ce qui seraient autrement des missions purement militaires. Alors que les navires de guerre de la marine comme l'USS Gravely et l'USS Bruins peuvent repérer et suivre des bateaux suspects à plus de 160 km de distance grâce à des systèmes radars puissants, ce sont les unités LED qui effectuent l'abordage et les arrestations. Ce partenariat intelligent résout un défi juridique. Les forces militaires ne peuvent généralement pas effectuer d'arrestation, mais les officiers de la garde côtière le peuvent. Cette collaboration permet à la puissance de feu de la marine et à l'application de la loi par la garde côtière de travailler ensemble harmonieusement. Lorsqu'un bateau suspect apparaît sur le radar, le navire de la marine s'approche et l'équipage LED monte à bord du vaisseau, sécurisant les drogues et capturant les suspects avant qu'ils n'aient une chance de s'échapper ou de détruire les preuves. Le monde a été témoin de toute la force de GIATF. En août 2017, lors d'une mission appelée Big Week. Cette opération était un effort ciblé pour renforcer la surveillance aérienne et les renseignements dans un corridor de trafic à haute intensité. Des bombardiers stratégiques comme le B-1 et le B-52, ainsi que des avions de surveillance avancés comme le G-Stars, ont été déployés au-dessus des eaux ouvertes où les trafiquants sont connus pour opérer. Ces avions ne sont généralement pas utilisés pour traquer des bateaux, mais cette mission les a poussés dans un territoire inhabituel et un nouveau type de défi. Pour maintenir les avions en l'air plus longtemps, des avions ravitailleurs ont été utilisés. Sans ceux-ci, les avions ne resteraient dans la zone cible qu'environ 1 heure. Avec le ravitaillement en vol, cependant, ils pouvaient prolonger leur patrouille et couvrir plus de terrain, ou plutôt plus de mer. Ce temps supplémentaire a fait une réelle différence. Au total, cet effort concentré a conduit à la saisie ou à la perturbation de 6 tonnes métriques de cocaïne, 6 tonnes qui n'ont jamais atteint les rues américaines. En raison de son taux de succès élevé, GIATF South est devenu une cible pour les cartels criminels. Certains groupes offrent maintenant des primes substantielles pour toute information interne qui pourrait exposer le fonctionnement du centre de commandement. Mais l'équipe derrière GIATF s'adapte constamment. De nouvelles stratégies, de nouvelles technologies et de nouveaux partenariats les maintiennent une longueur d'avance dans cette lutte en constante évolution contre le trafic mondial de drogue. Les cartels savent que passer GIATF South par la mer devient presque impossible. Avec les eaux fortement surveillées et gardées, les trafiquants devraient commencer à chercher de nouveaux chemins rapidement. Le gouvernement américain ne reste pas les bras croisés en attendant que cela se produise. Au lieu de courir après, ils intensifient la lutte et l'étendent au-delà de la mer. Alors, comment les États-Unis prévoient-ils exactement de s'attaquer à ces réseaux criminels mondiaux avant qu'ils ne s'adaptent à nouveau? Le nouvel ordre. Le 4 mars, le président Donald Trump s'est tenu devant le Congrès et a lancé un avertissement sévère. Les cartels de drogue n'étaient plus seulement des gangs criminels. Ils étaient des ennemis de l'État. Ils sont en guerre contre l'Amérique, a-t-il déclaré. Et l'Amérique doit riposter tout aussi fort. Mais les roues de l'action tournaient déjà. Bien avant ce discours, le 20 janvier, le jour même où Trump est revenu au pouvoir, des opérations secrètes avaient commencé. Même avant la déclaration publique qui a désigné 8 grands cartels de drogue comme des organisations terroristes étrangères, les forces américaines étaient déjà en mouvement. Juste 2 semaines avant le discours au Congrès,
Trump avait également approuvé l'implication militaire complète dans la lutte contre les cartels. Les cartels mènent une guerre en Amérique et il est temps que l'Amérique mène une guerre contre les cartels, ce que nous faisons. Donnant le feu vert à la marine pour rejoindre la mission. Pendant ce temps, au Mexique, le Sénat a autorisé un programme d'entraînement conjoint rare entre le 7e groupe des forces spéciales de l'armée américaine et les forces marines d'élite du Mexique. L'un des signes les plus visibles de ces nouveaux efforts est venu d'en haut. Depuis le début de l'année, au moins 18 missions de surveillance de haut niveau ont eu lieu au-dessus du territoire mexicain, collectant discrètement des renseignements depuis le ciel. Parmi les aéronefs utilisés, le drone MQ-9 Reaper a attiré le plus d'attention. Ce drone, souvent associé à des missions top secrètes, n'est pas seulement destiné à l'observation. Il peut rester en vol pendant près de 2 jours d'affilée et parcourir plus de 1770 km sans avoir besoin d'atterrir. Équipé d'une imagerie thermique, de flux vidéo en direct et d'un système de ciblage si avancé qu'il peut repérer des individus à plus de 8 km d'altitude, le Reaper laisse peu de place à l'évasion. Il peut également être armé. L'une de ses armes les plus discutées est un missile conçu pour ne pas exploser, mais pour trancher sa cible avec des lames tournantes, un dispositif appelé officieusement la bombe ninja. En raison de ses capacités uniques, le Reaper est maintenant utilisé d'une manière jamais vue auparavant dans la guerre contre la drogue. Dans un accord inhabituel, la CIA a accordé un accès à la DEA, permettant aux agents d'utiliser certains de ces drones pour traquer des sites secrets de fabrication de drogue cachés dans les collines et les forêts reculées du Mexique. Un homme a été inculpé après avoir prétendument percuté une camionnette transportant plus de 200 millions de dollars de drogue dans des voitures de police stationnées. Des zones autrefois presque impossibles à surveiller. Bien que l'utilisation de drones ait commencé sous le président Biden, les choses ont changé rapidement une fois que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche. Depuis son retour, le nombre de vols de surveillance a augmenté rapidement et de nouveaux aéronefs ont rejoint les cieux au-dessus du Mexique. Parmi eux, un retour surprenant, le légendaire avion espion U-2. Malgré son âge, le U-2 reste l'un des outils les plus efficaces pour la surveillance à longue distance. Il vole extrêmement haut, à environ 2134 mètres au-dessus du sol, et ses caméras peuvent capturer des images cristallines à plus de 482 km de distance. Cela lui permet de repérer des opérations de cartels cachés, même celles nichées dans des jungles épaisses ou des zones montagneuses reculées, de jour comme de nuit. Pendant ce temps, au-dessus de l'océan Pacifique, la marine américaine a déployé le P-8 Poséidon, un avion initialement construit pour chasser les sous-marins et les navires ennemis. Maintenant, il survole des zones comme la péninsule de Baja, utilisant des systèmes radars et sonars pour traquer les expéditions de drogue se déplaçant par la mer, en particulier le long des routes côtières vers la Californie. Ces capteurs aident à perturber ces voies océaniques secrètes avant que les drogues n'atteignent jamais les côtes américaines. Un autre aéronef jouant un rôle clé est le RC-135 Rivet Joint, un avion de haute technologie conçu pour écouter. Il ne se contente pas d'observer, il collecte des signaux à l'aide de certains des capteurs les plus puissants au monde. Il peut détecter les appels téléphoniques, les conversations radio et même les communications par talkie-walkie brouillé. Ce sont les outils que les chefs des cartels utilisent pour éviter la détection. Mais maintenant, chaque fois qu'ils parlent, ils risquent d'être repérés. Suite à des rapports d'avions Rivet Joint survolant des zones à forte présence de cartels comme Kulia, les autorités américaines ont reconnu que l'armée de l'air collecte des renseignements très détaillés sur le leadership et les opérations des grandes organisations de drogue. Ce développement a suscité de sérieuses questions. Que prévoient les États-Unis de faire avec ces renseignements? Le cerveau des opérations. La CIA est restée largement silencieuse sur ses derniers efforts contre les cartels. Lorsqu'interrogés, les responsables de l'agence ont seulement déclaré que la lutte contre le trafic de drogue au Mexique et dans la région environnante est une priorité élevée dans le cadre de la stratégie gouvernementale plus large. Ils n'ont confirmé aucun détail sur les programmes de surveillance par drone ou les missions secrètes en cours. En coulisses, il y a des discussions sur l'augmentation du soutien aux forces antinarcotiques d'élite du Mexique. La CIA pourrait fournir à ses unités une formation avancée, une meilleure technologie et de nouvelles tactiques, un peu comme les opérations secrètes qu'elle a menées pendant l'ère de la guerre froide. Pendant ce temps, avec les cartels désormais officiellement désignés comme des groupes terroristes, les États-Unis envisagent d'intensifier leur réponse.
Plusieurs sources dans les communautés militaires et du renseignement affirment que le président Donald Trump a sérieusement exploré l'idée d'utiliser des frappes aériennes contre les cachettes et les laboratoires de drogue des cartels au cœur du Mexique. Des drones et des avions de guerre pourraient être déployés pour détruire les expéditions, les véhicules et les installations de stockage. Des discussions sont en cours entre la Maison-Blanche, le Pentagone et les hauts responsables de la sécurité. Le gouvernement mexicain a été informé mais reste prudent, certains dirigeants s'opposant au plan. Certains responsables américains ont même suggéré que si le Mexique refuse de coopérer, les États-Unis pourraient procéder sans leur permission, effectuant discrètement des frappes au besoin. Si ces plans se concrétisent, cela marquerait l'une des plus grandes actions militaires américaines sur sol étranger depuis le début de la guerre contre le terrorisme. L'ampleur de l'opération, les troupes, la technologie et la puissance de feu seraient sans précédent pour les cartels. Lorsque les journalistes ont pressé le Conseil de sécurité nationale pour des informations, ils n'ont reçu aucune réponse claire. Ce silence en dit long. Pendant ce temps, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, s'est montrée plus loquace. Elle a confirmé que des discussions entre le Mexique et les États-Unis ont lieu. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum déclare que la souveraineté du Mexique n'est pas à vendre. Maintenant, le président Trump dit qu'elle a peur des cartels. Mais a averti que toute frappe militaire sans l'approbation du Mexique violerait le droit international. D'un autre côté, Ronald Johnson, le candidat de Trump au poste d'ambassadeur au Mexique, a ouvertement soutenu des frappes américaines indépendamment du consentement mexicain. Les experts pensent que les frappes auront lieu. Mais quand? Cette question reste sans réponse. Mais ils savent que les États-Unis vont déchaîner l'enfer avec les bombardiers qu'ils utiliseront. Les États-Unis pourraient se préparer à déployer l'une de leurs armes les plus avancées, le bombardier B-2 Spirit. Connu pour combattre dans les guerres au plus haut niveau, le B-2 est presque invisible au radar et peut parcourir des milliers de kilomètres sans s'arrêter. B-2, une aile volante subsonique avec un équipage de 2 personnes, a émergé du design innovant de Northrop. Il frappe avec une précision mortelle bien avant que quiconque ne remarque son approche. Propulsé par 4 moteurs, le bombardier file à travers le ciel à plus de 965 km/h, volant si haut que les armes des cartels ne peuvent l'atteindre. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes du B-2 est sa furtivité. Contrairement à la plupart des avions qui renvoient les signaux radars, facilitant leur détection, la forme du B-2 dévie les ondes radar fortement, ne laissant qu'une empreinte radar minuscule de la taille d'un petit oiseau. Même en volant directement vers un radar ennemi, il disparaît souvent de l'écran. Sa couleur sombre fantomatique n'est pas seulement pour les missions nocturnes. La surface est recouverte d'une peinture spéciale à base de billes de fer qui absorbe près de 80% des ondes radar, agissant comme une éponge absorbant la lumière. Ce revêtement aide à garder le bombardier presque invisible même en plein jour. Les missiles à tête chercheuse de chaleur constituent une menace majeure pour les aéronefs. La plupart des jets laissent une forte trace thermique de leur moteur, mais pas le B-2. Ces moteurs sont cachés profondément dans ses ailes et l'échappement est refroidi avant d'être libéré. Ce design astucieux cache l'avion même aux capteurs infrarouges les plus avancés. Le B-2 Spirit n'opère jamais seul. Il est accompagné d'avions E-2 des Hawkeye de la marine, agissant comme des yeux silencieux dans le ciel. Ces aéronefs de reconnaissance utilisent des signaux cryptés sécurisés pour scanner la zone avec un radar puissant. La dernière version E-2, l'E-2D Advanced Hawkeye, change la donne dans la façon dont la marine opère le commandement et le contrôle de la gestion des batailles. Envoyant des mises à jour en direct directement au B-2. Cette connexion donne au bombardier une image 3D complète du champ de bataille, suivant les aéronefs ennemis, les menaces au sol, et plus encore, sans jamais activer son propre radar, ce qui risquerait de révéler sa position. Lorsque les cibles se trouvent profondément sous terre, comme les bunkers de cartel ou les centres technologiques déguisés, le B-2 utilise un type spécial d'armes, les bombes GBU-30 et un JDM. Ces bombes intelligentes sont dotées de pointes en acier trempé, conçues pour pénétrer des couches de terre et de béton. Larguées de 15 240 mètres, elles mettent presque 1 minute entière à atteindre le sol, écrasant tout ce qui se trouve en dessous. Pendant que le bombardier est déjà à des kilomètres en sécurité, le B-2 ne vole pas à l'aveugle. Il reste connecté au cœur du commandement militaire américain. Les satellites fournissent des mises à jour constantes. Les radios sécurisées le relient au centre de commandement. Et le réseau Link 16 le maintient en contact avec d'autres forces, même au cœur du territoire ennemi. Le bombardier reste pleinement informé et prêt à changer de cap à tout moment.
À l'intérieur de l'avion se trouve un système de défense secret qui scanne les menaces radars. Si un ennemi tente de suivre ou de verrouiller un missile sur le B-2, le système avertit immédiatement les pilotes. Il conseille des manœuvres comme descendre en altitude, monter rapidement ou tourner brusquement. Des actions qui aident à éviter les attaques entrantes avant que l'ennemi ne puisse réagir. Mais ce qui terrifie vraiment les cartels, c'est la charge utile du bombardier. Le B-2 peut transporter jusqu'à 18 144 kg d'armes dans ses soutes à bombes. Cela pourrait inclure 16 bombes JDAM de 907 kg, des dizaines de bombes de précision de 227 kg, ou même une arme massive unique comme le pénétrateur d'ordonnance massif de 13 608 kg, conçu pour écraser les bunkers renforcés, l'acier et la roche. Si un chef de cartel se cache profondément sous terre, cette bombe est conçue pour le trouver et le détruire. Bien que le B-2 puisse également transporter des armes nucléaires comme les bombes B-61 ou B-83, celles-ci restent pour l'instant sécurisées. La mission actuelle n'est pas une guerre totale. Il s'agit de pression, d'avertissement et de frappe précise. Avec une telle puissance écrasante dans les cieux, le message au cartel de drogue est clair. Les États-Unis ne jouent plus. Ceux qui croyaient que leurs bunkers et secrets les rendaient intouchables apprendront bientôt à quel point ils avaient tort.